Salut à toi et bienvenue chez Gérard, le podcast qui t'apprend comment gérer l'art de faire de l'art. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons l'artiste Urban Amazon. Je suis très heureux de pouvoir te recevoir dans Gérard aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Alors bonjour, ravi d'être avec toi. Alors écoute, ça va. C'est le week-end, il fait plutôt beau, donc non, très bien. Écoute, ça fait plaisir de savoir que tu vas bien. Déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Alors oui, je suis Urban Amazon. Je ne dévoile pas mon nom et mon prénom parce que je tiens à garder l'anonymat. Et puis dans mon projet, j'estime que la personne n'a pas son importance. C'est vraiment le projet qui compte. Et c'est pour ça que j'apparais rarement, voire pas, pour laisser du coup la place un peu à cette une sorte de marque d'état d'être. Voilà, c'est tout un concept, Urban Amazon. Donc en fait, alors comment expliquer ? C'est on va dire Urban Amazon, et je suis une street artiste pluridisciplinaire parce que bon là pour l'instant on me connaît plutôt du côté du graphisme, mais j'aimerais petit à petit aller du côté de la sculpture. Voilà, vraiment dans la défense aussi. Enfin, j'ai tout un pan autour de l'écologie, du recyclage, parce que voilà, ça a été le point de départ du projet, une prise de conscience de l'importance de la nature et puis du recul massif de la biodiversité, et donc une envie voilà de sortir dans la rue, placarder des animaux, voilà. Super. Est-ce que justement tu peux nous parler un peu plus de ton parcours, ce qui t'a mené à avoir une démarche artistique ? Alors tout d'abord, après un bac littéraire, j'ai fait la prépa des Beaux-Arts de Lyon. Donc oui, effectivement, ma vie a toujours été bercée par l'art, si on peut dire ça comme ça. J'ai toujours eu la création pour compagnie. Je suivais quand même pas mal d'artistes comme voilà Frida Kahlo, Egon Schiele, tout ça. Et en fait, je me suis après intéressée au street art. Et là, je suis sortie dans les rues de Lyon, j'ai découvert Agrumes, j'ai découvert Georges Deloux. Et ça a vraiment résonné en moi, cet art gratuit, à portée de main. Et puis de mon côté, je regardais des reportages sur la nature, et puis je commençais un petit peu à faire des recherches, que ce soit graphiques, que ce soit écrites. Et puis je me suis dit, bah tiens, ces recherches, pourquoi pas les décliner dans la rue. Toujours en petit format parce que je veux que ce soit je veux pas enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je voulais vraiment que tombent dessus, pas que les initiés, mais ceux qui sont vraiment très curieux, ceux qui regardent les détails. Et du coup, souvent on me pose la question, mais pourquoi des petits formats ? Parce que c'est une volonté profonde. Et du coup, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, moi aussi, aller dans la rue. Alors au début, j'étais un petit peu en panique parce que voilà, ça reste quand même du vandalisme pour certains. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'ai découvert qu'il y avait des lieux comme la Croix-Rousse à Lyon où les gens sont très ouverts. Ils sont très contents qu'il y ait de la couleur, des formes, voilà, qui pullulent un peu dans leur quartier. Donc, très bon accueil pour moi en tout cas. C'est cool. J'ai lu aussi que dans une autre interview que tu as pu donner, que tu avais, à la suite d'un documentaire, tu t'étais dit, voilà, je veux vraiment me lancer dans quelque chose. Oui, c'était une vignette très courte, je crois, suite à un journal télévisé, ou même sur YouTube, un zapping où des images passaient rapidement, et puis il donnait des chiffres en fait sur la disparition d'animaux, et ça m'a, en fait, j'étais sidérée. J'étais dans mon canapé, je peux plus rien faire, c'est pas possible. Et je me suis dit, pourquoi pas, allier création et puis voilà, mettre la faune et la flore à l'honneur. Et c'est comme ça que ça a débuté, hein, une obsession pour les animaux. Bon, alors après j'ai toujours aimé les animaux, j'ai des chiens, j'ai des chats, très très entourée par le monde animal, avec lequel j'ai un bon feeling. Donc voilà, pour moi c'était une sorte d'hommage, une sorte de dévotion à eux. Ça se ressent dans ce que tu fais, et même quand on regarde après ton travail sur Instagram, et quand on fait pas juste regarder ton travail, mais qu'on lit aussi ce que tu écris en description, là aussi on se rend compte après de ta démarche. Et ça permet de mieux aussi appréhender et percevoir ce que tu fais. Et d'ailleurs, ton nom d'artiste, Urban Amazon, est quand même très fort. J'imagine que tu l'as pas choisi par hasard.
Alors en fait, il y a toute une histoire autour d'Urban Amazon. Déjà, j'ai toujours été une femme. Enfin, je me considère comme une femme libre. Donc, comment vous expliquer le concept Je ne sais pas. Mais alors, pas féministe. Enfin, pas féministe. Si, je pourrais. Mais c'est pas très défini. Mais pour la petite histoire, en fait, ma mère écrit des chansons. Et quand j'étais petite, je l'entendais toujours chanter une chanson qui s'appelait Urban Amazon. Et j'étais fascinée parce que c'était une chanson dans laquelle elle décrivait des femmes fortes, des femmes libres. Et ma sœur, qui est chanteuse, a repris cette chanson. Bon, on verra par la suite pour son projet. Je peux pas en dire plus, mais elle a repris le concept à sa sauce. Et je cherchais un nom d'artiste et ce n'est comme une évidence. Je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une sorte de trilogie familiale autour des femmes fortes et pourquoi pas emprunter ce concept parce que Urban, bah, de la rue, Amazon, c'est une femme un peu guerrière avec des idées qui défendent ce qu'elles sont. Et du coup, élargir le champ parce que voilà, mon projet ne s'ouvre pas qu'aux femmes. Je veux pas réduire le projet à ça, mais en tout cas un concept très fort avec toute une histoire. Pour l'instant, j'en parle pas en détail parce qu'il y a des choses qui vont sortir et je peux pas encore trop dévoiler. Mais en tout cas, il y a toute une histoire familiale et aussi des convictions derrière. D'accord. C'est vraiment très intéressant de voir aussi les liens familiaux qui ont forcément une influence sur les personnes que nous devenons et aussi sur les artistes que nous devenons, mine de rien. Justement, ce lien familial, est-ce qu'il a un impact dans ta manière de créer ou lorsque tu penses à quelque chose, est-ce que vraiment tu as cette idée de transmission un peu filiale en quelque sorte, comme alors évidemment quand tu t'adresses aux personnes dans la rue, c'est pas tes enfants ou c'est pas forcément ta famille, mais cette idée de transmission que toi-même tu as reçue, comment est-ce que tu essaies de le faire intervenir dans ton processus créatif? Alors déjà, je vais revenir un petit peu en arrière. C'est vrai que nous, on se considère comme une famille. Alors, j'aime pas dire artiste, c'est un peu galvaudé, mais on est créatif. Donc, j'ai un grand-père qui fait de la peinture, sculpture. Ma grand-mère s'y est mis aussi un peu. Ma mère chante, ma sœur aussi. Mon père est staffeur, donc il fait tout ce qui est création en plâtre. Donc, c'est vrai que j'ai toujours baigné dedans. Je dois sûrement en oublier, parce qu'il y en a plein dans la famille. Et du coup, ils m'ont toujours donné, en tout cas, cette liberté de créer. Ils m'ont toujours beaucoup encouragée. D'ailleurs, dès que je crée quelque chose, c'est un petit peu comme un conseil familial. J'envoie sur WhatsApp le projet pour pas qu'il soit validé, mais qu'ils me donnent leur avis, pour qu'on pense ensemble à des mots, à mettre des termes. Et justement, effectivement, c'est bien que tu le dises, que je réalise en même temps que je parle, qu'effectivement, quand on sort dans la rue, on expose ses idées, effectivement qu'il y a une idée de transmission derrière. Et j'irais même plus loin. Pour moi, c'est vraiment aussi, et je l'écris souvent sur Instagram, c'est si les gens ont envie de créer, eh ben faut qu'ils le fassent. Voilà. Et il faut pas s'interdire, il faut pas se censurer. On est comme on est, et il faut s'accepter, il faut que les autres s'y acceptent. Et pour moi, voilà, l'art et la rue, c'est pour tout le monde, et on doit pas s'excuser de créer sous quelle forme que ce soit. Après, il y a l'autre aspect qui est au niveau de l'écologie. Effectivement, j'essaye alors gentiment d'ouvrir les consciences parce que pour moi, essayer de dramatiser, essayer de culpabiliser les gens, c'est pas mon but. C'est plus vraiment montrer un versant coloré, un versant dynamique de la faune et la flore, et puis de dire voilà, il faut qu'on fasse quand même quelque chose. Les gestes aussi petits soient-ils, on peut le faire tous ensemble. Il faut pas se culpabiliser de quoi que ce soit, mais en tout cas, on peut agir. Ouais, super. On peut dire en quelque sorte, tu essayes de sensibiliser par la beauté des animaux, des fleurs, des plantes, et que comme tu l'as dit, plutôt que de chercher à dire vous faites pas ceci, vous prenez des bains, vous prenez des douches, vous jetez votre papier par terre, tu essayes d'avoir un autre discours, et c'est ça aussi qui est intéressant de comment est-ce qu'on peut traduire aussi un discours ou des idées ou des choses qui nous touchent, des convictions, d'une manière artistique, par le beau, par la beauté. Et dans ce que tu dis, c'est vraiment ça qui ressort. C'est pour ça aussi, j'imagine qu'il y a toutes ces couleurs, toutes ces formes. On aura l'occasion d'y revenir dans ton travail. C'est parce que t'essaies de sensibiliser par la beauté de ce que tu vois et de ta sensibilité aussi. Parce que mine de rien, les stickers que tu mets dans la rue, c'est pas juste une photo, par exemple, d'un lion ou d'un paon. T'as tout un travail qui est derrière pour appréhender le monde qui t'entoure. Et tu parlais juste avant, ta famille
créative. Est-ce qu'il y a eu d'autres artistes qui t'ont influencé? Je sais que tu en as un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? J'en ai toute une flopée parce que tout au long de ma vie, j'ai lu des livres, je me souviens d'un livre de Frida Kahlo qui m'avait beaucoup marqué. Je crois que c'était aux éditions Taschen. J'en ai parlé sur mon Instagram. Je saurais plus donner la référence, mais alors voilà. Pour revenir, Frida Kahlo m'a beaucoup marqué. Son histoire, ses couleurs, le côté aussi dramatique de sa vie et sa manière de peindre aussi. J'ai aussi été fortement touchée par Klimt. Klimt, le côté fleuri, les couleurs. Alors bon, je vais pas toutes les citer parce que j'en ai beaucoup, mais ouais, il y en a 3. Il y a aussi Egon Schiele. Egon Schiele, voilà, avec ses formes, la brutalité de son trait. Et puis, comme j'expliquais au début, petit à petit, alors je suis passée par Andy Warhol, plein d'artistes de ce mouvement-là. Et ensuite, je suis venue au street art pour vraiment m'y pencher en détail. Alors quand je suis arrivée au tout début dans le street art, moi je connaissais pas grand-chose. Je m'étais beaucoup intéressée à la scène locale, donc la scène lyonnaise. Et c'est après que j'ai ouvert les yeux sur toute l'histoire de ce mouvement. Mais j'ai surtout envie de parler des artistes lyonnais comme Georges Deloup, comme Agrumes, comme Petite Poissonne, voilà, qui sont des artistes qui m'ont poussé à créer et puis qui étaient aussi très disponibles sur les réseaux parce que j'ai changé. Moi, j'étais de l'autre côté en fait, je chassais leur art, comme on peut dire, donc je prenais des photos et puis je les publiais, donc du coup ça a créé de l'interaction et ça fait partie notamment Agrumes et Georges Deloup, deux personnes qui m'ont dit mais oui, mais faut y aller, c'est peut-être dangereux, il y aura peut-être un peu de l'adrénaline, des choses comme ça, mais faut pas hésiter. Donc et par leur art, leur démarche, leur couleur, ils m'ont influencé, mais aussi ils m'ont beaucoup poussé sur le plan personnel. Par voilà 3 phrases envoyées sur Instagram, mais c'est ce qui a fait le déclenchement aussi. Ah bah top, super. Du coup, par tes petits échanges comme ça, tu as eu l'envie et peut-être que aujourd'hui, des personnes qui vont écouter ce podcast, ils vont avoir peut-être eux aussi envie de se lancer. J'espère. Certains hésitent et ils ont peut-être du coup l'envie de sauter le pas. Si on parle un peu de ton travail, de ce que tu fais et de ce que tu colles dans la rue, tous ces stickers, comment est-ce que tu composes, on va dire, une œuvre ou un stickers? Alors tout d'abord, la base de l'image, c'est une photo que j'ai prise. Alors ça peut être n'importe où, hein, parce que je me balade beaucoup dans la nature, même dans la rue. Et voilà, il va y avoir une plante, une fleur, un insecte. Quand je vais au parc de la Tête d'Or aussi, j'ai pris des photos, que ce soit de zèbres. Donc je prends la photo. Ensuite, je la retravaille numériquement. Donc c'est-à-dire que je découpe, je rassemble, j'accumule sur une image en fait plusieurs images. À ça, j'ajoute aussi des tableaux parce que avant, je créais numériquement des tableaux de sortes de bulles un peu abstraites. Et j'ai recyclé ce projet en petites bulles que je mets aussi sur les stickers. Alors souvent, les gens me disent mais qu'est-ce que c'est? C'est intriguant. Et donc du coup, ces petites bulles, c'est un projet antérieur. Et ensuite, j'applique divers traitements qui donnent cet effet coloré, cet effet dynamique. Et c'est surtout aussi, alors je rigole avec ça, mais c'est un peu du bidouillage parce que je fais tout avec mon portable parce que j'aime pas travailler avec l'ordinateur. J'ai pas le matériel nécessaire. Et puis j'aime bien en fait avoir tout à portée de main et faire très rapidement. Donc j'ai mon téléphone sur moi, je prends mon stylet, je crée, et j'aime bien cette immédiateté. Et puis après je montre à mes collègues, je montre à ma famille, et puis on voit ce qui ira dans la rue, ce qui n'ira pas. Donc voilà, c'est ma manière de créer. Super. Moi, ce que j'aime aussi dans ce que tu fais, moi, je sais que les premières fois où j'ai vu ton travail, ça m'a rappelé quand j'étais gamin. Alors peut-être, je sais pas si tu y as pensé ou pas dans ta manière de faire, mais moi, à des kaléidoscopes. Exact. Et j'ai le souvenir de petit d'avoir des petits kaléidoscopes et je regardais ces images qui étaient infinies, suivant les couleurs, suivant la lumière. Alors j'imagine que oui,
tu as pensé à cela dans ta composition de l'image? Oui, alors c'est marrant que tu me parles de ça parce que en fait ma grand-mère quand j'étais petite m'a offert un kaléidoscope et en fait je passais des heures à regarder ce kaléidoscope, à le tourner dans tous les sens, avoir des formes et je pense que le côté coloré et dynamique des choses, ouais, je l'ai du kaléidoscope et de l'empreinte qu'il a laissée dans ma rétine, effectivement. Ouais, alors je suis content Ouais, que tu le confirmes, mais c'est vrai que quand on regarde justement ces images s'entremêlent, ces couleurs qui se chevauchent, où notre regard se perd un peu pour chercher justement ces détails, voir si peut-être d'une image à l'autre dans le sticker, s'il y a mhm, une différence entre une partie de l'image ou l'autre. mhm, Et c'est vraiment ce côté, voilà, entre le kaléidoscope et un peu le côté aussi psychédélique c'est vrai. Mm. de l'effet de ces images qui a vraiment un impact sur celui qui passe devant ces images-là. Ouais, justement créer ce jeu, créer cette liberté, c'est important pour moi. Ouais. Et c'est vrai qu'après, bon, c'est pareil pour tous les artistes, hein. Lorsque on révèle son œuvre aux autres, après, elle ne nous appartient plus. On a ce Bien sentiment-là, sûr. et du coup, après, ce que les personnes voient, bah, c'est aussi leur propre histoire avec Mhm. ce qu'on a pu créer. C'est vrai. Et c'est ça qui est chouette aussi. C'est, on parlait tout à l'heure de transmission, et voilà, l'art, c'est un moyen de communiquer, d'exprimer Mhm. des choses. Et donc, forcément, comme tout moyen de communication, bah, c'est un dialogue. Et c'est ce C'est dialogue-là vrai. qui est intéressant parce que suivant les personnes, ce sera pas toujours le même dialogue qu'on va avoir, alors que c'est la même image. C'est vrai. Oui, oui. Et la rue le permet bien, ce dialogue, je trouve, parce que c'est ouvert à tout le monde et du coup c'est tout venant. Ça peut être des enfants, comme des personnes âgées, comme ouais, comme n'importe qui. Et c'est assez enrichissant justement ce dialogue. Ouais, c'est clair, ça nourrit aussi peut-être Mhm. ta pratique artistique. Oui, 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 bien sûr, parce que je le dis souvent, mais ce dialogue, pour moi, il est primordial, que ce soit avec les gens, que ce soit les collaborations aussi que j'ai pu effectuer. Il faut qu'il y ait de l'échange, il faut que, oui, c'est ça, hein, je peux pas mieux dire, mais ouais, un dialogue qui s'effectue, des réactions, des mots. Moi, je suis une amoureuse des mots, donc j'aime beaucoup quand les gens m'écrivent, voilà, ce qu'ils pensent de tout ce qu'ils ont vu, que ce soit négatif ou positif. Hein, ce sont des retours qui font avancer. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ça se ressent aussi dans ton travail que tu aimes beaucoup ces échanges, on va dire cette transmission, parce que tu collabores beaucoup avec différents artistes. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ces différentes collaborations, de ces échanges, ce partage, à quel point ce partage c'est important pour toi? Eh ben, au tout début, j'osais pas trop parce que à la base, je suis quelqu'un d'un petit peu timide. Et voilà, sur les réseaux, j'avais trouvé plein d'artistes qui m'inspiraient. Parce que mine de rien, c'est aussi une grande source d'inspiration. Et puis, alors je sais plus. Pour la première collaboration, c'était Travel Chestnut Head Baby. Donc c'est un artiste qui met des petites poupées, qui a une petite poupée qu'il a créée lui-même. Les différents éléments viennent de plusieurs pays, plusieurs histoires. Et puis on s'est parlé sur les réseaux tout naturellement et en est venue donc l'idée de cette collaboration. Et finalement, j'y ai pris goût parce que cet échange de pratiques, c'est cette manière de fonctionner. Bah, c'est un enrichissement. Ça permet aussi de voyager dans l'imaginaire et puis faire voyager le projet et la collaboration. Parce qu'en plus, lui, c'était un grand voyage. Enfin, c'est toujours un grand voyageur. Donc, cette poupée, il l'emmène un peu partout. Et il a emmené du coup les stickers de notre collaboration avec lui dans divers pays. Et, voilà, je trouve ça génial que ça voyage un peu partout. Après, pour les autres collaborations, bah tout s'est enchaîné. Après, c'est une sorte de boulimie de rencontres. Et finalement, bah, c'est des artistes avec lesquels j'ai une forte sensibilité artistique. Et à chaque fois, c'est assez fort, ouais, parce que du coup, on travaille souvent à distance, donc on se voit pas de visu. Et du coup, ça oblige aussi à se réinventer parce que moi, j'avais pas l'habitude de créer à distance. Il me fallait un échange, il me fallait du concret. Et finalement, c'est pas si mal que ça parce qu'on s'oblige
à être attentif à des détails, à bien s'écouter pour aller dans la même direction. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il y en a pas un qui a la même manière de fonctionner. Donc c'est très bien, ça demande une adaptation, ça demande de la curiosité aussi. Donc ouais, non, c'est très très enrichissant et les collaborations, souvent on me dit oui, mais t'en fais peut-être un peu trop. Mais non, moi c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus d'ailleurs, de faire de nouvelles rencontres et de pouvoir dialoguer avec autrui. Ouais, c'est super. Parce que le fait de collaborer avec d'autres, mine de rien, vu que l'art, c'est aussi, on le disait tout à l'heure, un moyen de communication, un moyen de transmettre des idées, le fait à plusieurs, ça nous enlève aussi à nous l'idée peut-être de l'artiste solitaire qui produit tout seul, ou bien qui peut-être parfois font des collaborations. Et du coup, c'est intéressant. Il continue vraiment à faire des collaborations parce que ça nous montre aussi que parfois on peut se sentir pas à la hauteur. On peut peut-être avoir notre petite pratique personnelle, mais le fait de la montrer aux autres, le fait de travailler avec d'autres, comme tu l'as dit, ça nous ouvre sur d'autres choses, ça nous oblige à nous adapter. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de cette immédiateté que tu avais besoin entre le moment où tu fais une photo, que tu la retouches, au moment où tu vas montrer dans la rue. Et justement, est-ce que dans ta manière de collaborer avec les autres, est-ce qu'il y a un temps qui est un peu plus long? Et du coup, comment est-ce que tu abordes justement dans ton travail ce rapport au temps entre l'immédiateté que tu as besoin à certains moments et peut-être le moment où la collaboration à plusieurs est forcément plus longue? Eh ben justement, alors dans mon projet, j'alterne généralement. Je fais une série animalière ou faune et flore seule, et puis ensuite une collaboration. Et en fait, je me prépare psychologiquement, c'est-à-dire que je me dis que voilà, pour ce qui est de la collaboration, ça va prendre plus de temps. Je me mets pas de pression de date ou quoi que ce soit. Et je me dis que ouais, comment dire, je laisse aller les choses, je me pose aussi, et je me cale sur le timing de la personne avec qui je collabore. Et ça se passe généralement très bien. Et voilà, il peut se passer 1 mois comme 3 mois, c'est pas grave, quoi. Chacun a sa temporalité, chacun a sa vie, son histoire. Et comme tu dis, on s'adapte. Ouais, c'est ça, hein. Ça nous rappelle aussi que l'art, c'est un temps humain, parce que l'art est fait par des êtres humains, donc forcément, ils prennent le temps qu'ils veulent. Parfois, ça peut être immédiat, hein, la création, dans le sens où on fait quelque chose assez rapidement et en fait, tout de suite, ça nous touche dans notre sensibilité, ou ça peut nous évoquer des choses. Et là, on est face à notre travail, à ce qu'on a pu faire. Et là, on se dit, en fait, j'ai plus envie d'y toucher parce que l'émotion que ça me procure, j'ai envie de la garder telle quelle. Et d'autres fois, ben voilà, la réflexion fait que si une œuvre évolue, même dans notre esprit, est-ce que entre le moment où tu commences à collaborer et le moment où l'œuvre est finie avec un artiste, est-ce que ton regard évolue, ou est-ce que vous êtes arrivé à ce que vous vouliez du départ, ou est-ce que justement cette collaboration, ce chemin que vous avez parcouru ensemble, vous a amené à quelque chose d'inattendu? Ah oui, c'est souvent l'inattendu au bout du chemin. Et c'est ce qui est le plus drôle parce que je le dis souvent, principalement, je m'amuse. Il faut que ça reste de l'amusement. Et les collaborations le permettent bien parce que entre ce que j'attends, entre ce que l'autre attend, ce que les gens attendent, enfin, il y a beaucoup d'attentes, mais finalement, l'inattendu vient nous proposer quelque chose qui fait d'autant plus écho, d'autant plus comment dire. Oui, cet inattendu est d'autant plus puissant finalement. Et je trouve intéressant d'expérimenter parce que on a tous souvent tendance à vouloir contrôler les choses. Moi aussi, hein, d'ailleurs, j'aime bien tout contrôler. Et justement, ça permet un lâcher prise qui est très intéressant. Et en même temps, comme tu dis, c'est un chemin parcouru ensemble et c'est un temps où je pense que chacun a sa réflexion qui évolue. Et c'est aussi ce que j'aime avec les collaborations, c'est que ça permet c'est une richesse mutuelle qu'on s'apporte et cette idée de dialogue est primordiale. Ouais, c'est super, hein, c'est de pouvoir avoir cet échange-là, et c'est vrai que c'est hyper important. Tout à l'heure, alors sans forcément dévoiler tes projets, hein, mais tu parlais donc de ta création photographique et que tu voulais petit à petit ou te diriger vers de la sculpture. Comment est-ce que tu abordes ces deux travaux, ces deux manières de faire de l'art? Est-ce que pour toi, tu découvres quelque chose? Est-ce que c'est dans ta manière de faire pareil? Tu as besoin de cette instantanéité-là, de cette immédiateté? Ou est-ce que justement, avec la sculpture, tu as envie de te laisser plus de temps pour créer?
Mais c'est intéressant comme question. Alors déjà depuis quelques temps sur les stickers, les gens qui ont pu remarquer, il y a du 3D. Donc j'intègre des éléments en lien avec le sujet traité. J'ai de plus en plus envie de sortir de la 2D pour y mettre de la matière, pour y mettre de la forme, pour que le propos soit encore plus percutant, plus profond. Et ces derniers temps, alors sans trop rentrer dans les détails, mais j'aimerais beaucoup, et je suis en train d'ailleurs de le faire, créer des structures avec des objets recyclés. Alors pour ça il y a des gens qui m'ont énormément influencé. Je pense à Yakman qui fait, c'est vraiment un travail percutant, un travail d'une intelligence incroyable. Et justement, je pense que je suis arrivée à un point où il faut que j'ai encore plus de cohérence avec l'écologie. Et je trouve que le monde de l'art a vraiment du travail à faire aussi en lien avec l'écologie, mais concrètement, c'est-à-dire que voilà, réutiliser des choses, remettre en route des éléments, leur redonner vie. Alors c'est un peu abstrait dit comme ça, hein, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite faire. Réutiliser, remettre en marche, collecter. Parce que alors, du coup, maintenant, je fais un tri en moi toute seule, donc que ce soit les capsules de café, je garde tout. J'ai une grande armoire pleine d'objets recyclés. Et puis voilà, créer des structures, mais toujours en gardant mes stickers que j'intégrerai aux structures pour vraiment apporter cette couleur et puis toujours cette réflexion photographique qui quand même et graphique qui est très importante à mes yeux. Ouais, c'est cool, hein. On a hâte plutôt de voir ça, de découvrir cette partie là de ton travail. Comment est-ce que par tes sculptures tu souhaites sensibiliser les personnes justement à ce propos? Comment déjà je vais essayer de coller les structures dans la rue, ce qui va être quand même quelque chose d'assez technique, je pense. Parce que c'est vrai que la 2D c'est quand même plus facile, et puis on revient à l'immédiateté, mais c'est quand même plus facile de coller un sticker qu'une structure. Et puis comment sensibiliser, je voudrais quelque chose d'assez lisible, c'est-à-dire que on reconnaisse les objets du quotidien qui prennent place justement dans une structure artistique, et que ça interpelle encore plus les gens et que ça les pousse à la réflexion et de se dire ah bah oui, je pourrais réutiliser telle ou telle chose pour faire ça. Voilà, plutôt de cet ordre-là. Mais c'est ça, parce que aujourd'hui on vit vraiment dans un monde où ça fait depuis des années que c'est comme ça, hein. La consommation, la surconsommation font que on perd justement de vue la réalité des objets. C'est-à-dire que on utilise quelque chose, on le jette, on le réutilise pas, et en fait tout devient obsolète. Tout a une durée de vie, et on la réduit cette durée de vie en justement prenant un objet, en le jetant. Et ton travail, du coup, le fait de pouvoir le réutiliser. Alors souvent on entend parler de seconde vie, mais en fait c'est pas de donner une seconde vie, c'est simplement utiliser un matériau qui existe pour en faire une œuvre d'art. Comme certains peut-être vont acheter des tubes de peinture, vont utiliser de l'argile, ou bien vont faire autre chose, hein, ils vont créer par d'autres matières. Toi en fait ce produit, ces objets recyclés deviennent ta matière première à ta création artistique. Exactement. Et puis c'est aussi là qu'on s'aperçoit que les objets sont très graphiques. Puis j'aimerais aussi ajouter cela de la peinture, parce que j'aimerais vraiment arriver à des objets où avec plusieurs techniques dessus et vraiment pousser une réflexion à tous les niveaux. Et est-ce que du coup, avec ce travail en volume d'installation, on peut dire évidemment, est-ce que tu souhaites un peu sortir de la rue et intégrer peut-être des galeries, voire d'autres lieux d'exposition, ou est-ce que vraiment ta volonté est de rester dans la rue? C'est une bonne question. Je me la pose. Pour l'instant, je peux pas y répondre. Je suis très bien dans mon système de la rue, d'échanger avec les gens. Et voilà, pour l'instant, je m'amuse. Artistiquement, je m'amuse. Donc, je veux vraiment garder ce côté-là. Après, peut-être que dans quelques années, je dirai autre chose, hein, mais pour l'instant, ça c'est comme ça. Après, dans le futur, j'aimerais monter une marque. Et j'aimerais en fait avec cette marque, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais démocratiser l'art, c'est-à-dire que je donnerais en accès des objets
aussi petit soit-il ou peut-être grand, hein, mais je pense que je les vendrai par le biais d'un site. Mais ça pourra être des objets, comme ça pourrait être des vêtements. Voilà, j'ai plein d'idées qui fourmillent. C'est ça. Après, ça dépend aussi, comme tu disais, des projets. Hein. S'il y a des projets qui nous parlent, après, tu auras forcément envie de te lancer là-dedans. Et du coup, ça fait écho à ce que tu disais au tout début, c'est que tu te définis comme une femme libre. Et donc, c'est cette liberté-là que tu souhaites à tout prix garder, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, c'est bien dit. Tu veux garder cette liberté de faire des choix et de pouvoir avoir, entre guillemets, la main, évidemment, sur ce que tu fais et avoir justement le dernier mot. Je choisis ce que je souhaite faire. Là, comme tu disais, si c'est aussi un amusement, hein, faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait à partir du moment où on est en souffrance. Alors c'est vrai que on peut utiliser cette souffrance pour créer, hein, mais tout dépend après de l'état d'esprit dans lequel on est. Ah, exactement. Ça, c'est déterminant même. C'est ça, peu importe que ce soit dans la musique, dans les films, peu importe nos chemins artistiques que nous choisissons, mais ce que nous faisons et notre état d'esprit a une grande influence après sur les choix que nous faisons. Tu parlais de créer une marque. J'ai noté aussi, j'avais remarqué que tu avais eu l'occasion de collaborer avec Vanguard, qui est donc un projet d'œuvres textiles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, s'il te plaît? Alors le projet était de mettre en lien une série animalière sur un t-shirt. Pour cela, j'ai fait la collection zèbre qui s'est déclinée donc dans un t-shirt au ton rose. On avait des zèbres plutôt bleutés. Et puis de mon côté, j'ai collé donc toute une série zèbres dans les rues de Lyon pour faire écho au t-shirt, pour que ceux qui avaient acheté le t-shirt, voilà un petit clin d'œil dans la rue, on retrouve le logo de son t-shirt en bas de chez soi. Et donc voilà, la collaboration est née tout naturellement sur les réseaux. On s'est contactés mutuellement, puis on a mis en création le processus de ce t-shirt. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à Avant-Garde que quand ils veulent pour une prochaine collaboration, j'ai adoré. Je trouve que le monde textile est un monde fascinant et que c'est aussi une manière pour les gens de se démarquer, de montrer leur côté unique. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est l'univers du stylisme, de la mode, du vêtement. Je trouve que art et vêtements vont parfaitement ensemble. Ah bah oui, c'est sûr. En tout cas, j'espère que Vanguard vont écouter ce podcast pour pouvoir peut-être répondre à tes envies. Après aussi, ça me fait penser à une réflexion que j'avais eue il y a quelques jours quand je regardais à nouveau ton travail. C'est que ça m'a fait penser à certains tissus dans ta manière de créer, dans tes visuels. Ça m'a fait penser à certains tissus comme le wax, très coloré, avec parfois des formes géométriques, parfois même aussi des animaux, comme toi. Est-ce que tu y as pensé aussi à un moment donné dans ton travail? Est-ce que voilà, t'as puisé peut-être tes inspirations dans cette culture-là? Alors pas vraiment dans la culture, mais c'est vrai que le tissu africain, j'avais tendance à aller un petit peu dans les boutiques de textile et c'est vrai que mon œil était tout de suite attiré par leurs motifs, le côté joyeux, festif. Et effectivement, ça, comme le kaléidoscope, ça a sûrement dû laisser une empreinte sur ma rétine et m'influencer de manière inconsciente. Mais c'est plus après coup que je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a des similitudes. Ouais, c'est ça, c'est quand même incroyable, mine de rien, de se dire que le travail de notre inconscient sur les choses qui nous frappent, qui restent dans notre esprit, peut-être même des fois qu'on n'en a pas conscience. Et justement, le fait de créer, d'avoir cette pratique artistique et de faire quelque chose, tout simplement. Et après, des fois, ça nous rappelle une chose qu'on a vécue ou qu'on a vue il y a des années. Ou bien c'est quelqu'un qui nous le dit. Et du coup, là, on prend conscience justement de tout ce travail de l'inconscient aussi sur sur la manière de créer, en fait. Exactement. Puis c'est marrant que tu me parles de ça parce que j'ai fait de longues études suite à la prépa des beaux-arts de psycho. Et du coup, c'est vrai que l'inconscient est quand même un moteur puissant dans la création. Et je suis contente d'avoir pu faire ces études parce que justement, je trouve que création et psychologie sont intimement liées et peuvent. Alors, ça, bien sûr que ça nous influence. Et je suis toujours très intéressée par les répercussions de l'art sur les gens.
et notamment aussi le processus créatif chez les artistes, ce que tout le bien-être que ça peut apporter ouais le versant thérapeutique aussi de l'art, très intéressant. Bah c'est ça, hein. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus et moi personnellement je suis assez content. C'est tout ce qui est autour de l'art thérapie. Parce que forcément l'art ça on parle à l'émotion, hein. Que le fait de pouvoir guérir certains maux grâce à l'art, c'est quand même assez extraordinaire. Ouais, c'est très puissant et je le dis pour ceux qui ont une pratique artistique, c'est vrai que l'art, c'est un fabuleux compagnon de vie. Ça me rassure, voilà, dès que je suis pas très bien, je me mets à créer, puis la joie va revenir. Puis c'est très satisfaisant. Je pourrais en parler des heures, mais c'est très important d'avoir une pratique artistique. J'encourage vraiment les gens à ça. Ouais, c'est ça, c'est que ça aide aussi à exprimer des choses qu'on a à l'intérieur de nous et à les faire ressortir d'une autre manière qu'avec des mots, hein. À moins que ce soit vraiment cette manière-là qu'on a envie de s'exprimer, peut-être par l'écriture, la chanson. Mais c'est vrai que ça permet de faire remonter à la surface des choses qui sont en nous, comme une beauté cachée qui est révélée, en fait, et ça qui est extraordinaire, et le côté aussi psychologique, mine de rien, d'une œuvre d'art, parce que on a tous une réaction. On peut avoir une réaction qui est peut-être globalement la même, mais mine de rien, et ça nous renvoie tous aussi à notre unicité, à notre particularité, à notre vie personnelle, parce que on n'a pas tous la même vie, et pourtant qu'on peut avoir la même réaction face à une œuvre d'art, où justement on peut se rapprocher ou bien s'éloigner. Et c'est ça qui est chouette dans le côté psychologique, c'est que le fait d'être spectateur et le fait d'être créateur, ça génère chez nous des émotions. Et ces émotions-là, eh ben, il faut, comme tu disais, il faut les faire ressortir pour trouver cet équilibre et finalement, ce que tout le monde recherche, j'imagine, qui est quand même le fait d'être heureux et de rechercher le bonheur, quoi. Oui, c'est vrai, très important. C'est quoi ta définition d'un artiste? Un artiste, qu'est-ce que je pourrais dire? Là, ça demande de la spontanéité, là où j'aurais voulu travailler. Non, un artiste, c'est un messager des émotions. Je sais pas. Un message des émotions, c'est chouette, hein, c'est une belle définition. Si tu pouvais collaborer avec un artiste aujourd'hui décédé pour réaliser une œuvre, tu choisirais qui? Voilà, belle question aussi. Je pense que je choisirais Frida Kahlo. Qu'elle me raconte son histoire et puis voir ses peintures en vrai, puis qu'elle m'explique un peu toute sa démarche parce que c'est fascinant. Je suis fascinée par Frida Kahlo. Super. Est-ce que tu as un conseil ou des tips à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans une pratique artistique? Alors, franchement, il faut pas hésiter. Moi, je m'étais dit quand je me suis lancée, on va mettre un sticker et puis on verra bien ce que ça donne. Si personne interagit, j'arrête. Si ça interagit, on verra. Et avec du recul, je me dis que c'est même pas utile d'attendre quelque chose. Finalement, si on a envie à un instant T de créer, de faire partager aussi son travail, il faut pas hésiter. Et il faut se faire confiance, il faut se faire plaisir, il faut s'amuser. Et c'est le conseil que je donnerais avec le recul. Ok, super. Est-ce que tu as un artiste à nous faire découvrir? Alors spontanément, j'en ai plein, mais je parlerai tout d'abord de ma future collaboration que j'ai annoncée, Calixte, qui est une tatoueuse apprentice, comme elle aime dire. Ouais, j'encourage à les gens à aller voir son travail parce qu'en plus il y a un côté un peu féministe, affirmé, qui est très intéressant et un talent vraiment très grand. Je pense à Non Pareil aussi, qui peint sur des mains en bois, avec qui j'ai collaboré, avec un monde onirique assez fou. Et puis j'aurais bien aimé avoir un homme, quelqu'un peut-être d'équité. Agrumes, ouais, donc qui est un peintre avant tout, mais qui peint aussi, qui vient coller ses peintures dans la rue, avec une sensibilité, un univers incroyable. Et à chaque fois que je tombe sur une de ses publications ou même dans la rue ses collages, ça me fait toujours une émotion très forte parce que je trouve ça très beau, très très subtil. Et j'encourage les gens à aller voir Agrumes, vraiment. C'est vrai que je trouve ça aussi très poétique, ce qu'il fait. Ah oui. C'est assez incroyable. Donc si vous connaissez pas Agrumes, ainsi que tous les autres artistes qu'Urban Amazon a cités,
aller voir sur Internet, sur les réseaux et tellement d'autres. Et que ce soit sur la scène parisienne, scène lyonnaise, il faut sortir dans la rue, il faut vous balader. Là, je fais une petite, je prêche pour ma paroisse, mais le street art à Lyon est en pleine expansion et il faut pas hésiter à sortir, à prendre des photos, à partager, à aller interagir avec les artistes, ils sont toujours ravis. Et puis surtout, rester curieux. Merci à Urban Amazon d'avoir partagé sa manière de faire de l'art. Tu peux retrouver son travail sur Facebook ou Instagram en tapotant Urban Amazon. Mais si tu tombes sur un homme tout chauve qui veut te vendre des trucs, c'est que tu t'es trompé d'Amazon. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si tu veux soutenir Gérard, n'hésite pas à mettre une note à l'épisode, à le commenter et à le partager autour de toi et sur les réseaux. Pour ne rien rater de l'actualité de Gérard, n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram et aussi sur le site internet gerardpodcast.wordpress.com. Tu peux aussi nous soutenir en visitant la boutique Gérard Podcast sur Spreadshirt. C'était Sébastien de Gérard et je te donne rendez-vous tous les derniers dimanches de chaque mois pour un nouvel épisode. Bisous bisous.